Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Bonne écoute! Chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast. Nous nous intéressons aujourd'hui au 60e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et pour cela, Antoine Oustrin et moi-même, Michel Chapdelaine, avons l'honneur d'accueillir un invité d'exception, Claude Martin, ancien ambassadeur de France en Chine et témoin de la première heure de ce moment diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, Claude Martin, vous avez commencé votre carrière à Pékin en 1964, à seulement 20 ans, dans un contexte historique pour la France, puisque le général de Gaulle venait juste de reconnaître la République populaire de Chine, rétablissant les relations officielles entre nos deux pays. Vous faisiez alors votre service militaire et vous avez été repéré par le Quai d'Orsay pour vos compétences en mandarin, à une époque où l'ambassade manquait justement de jeunes sinologues. Par la suite, vous retournez en Chine à plusieurs reprises au cours de votre carrière diplomatique jusqu'à devenir ambassadeur de France à Pékin en 1990. Alors, le titre de vos mémoires d'ambassadeur, « La Révolution n'est pas un dîner de gala », fait écho à une citation de Mao Zedong. Alors, pourquoi, Claude Martin, avoir choisi cette phrase pour illustrer votre récit ? Parce que ce récit est à la fois un récit des relations entre la France et la Chine telles que je les ai vécues pendant près de 40 ans, mais c'est aussi une réflexion sur la diplomatie. Et la Chine est un terrain sur lequel on réfléchit à la façon dont la diplomatie d'aujourd'hui doit s'exercer. Est-ce qu'elle consiste à bavarder dans les salons, à faire des cocktails, à recevoir des délégations, faire des déclarations, ou bien est-ce qu'elle consiste, et c'est évidemment mon opinion, d'abord, aller voir sur le terrain ce qui se passe. Un chef d'État, puisque un diplomate, un ambassadeur, mais aussi l'équipe qui le suit, ce sont des envoyés du chef de l'État d'un pays auprès d'un autre chef d'État. Est-ce que cette mission ne consiste pas plutôt à aller voir ce qui se passe dans le pays où nous sommes envoyés ? Et donc c'est, pendant 950 pages, ce que j'essaye de démontrer. Mm-hmm. Et j'ai repris une citation évidemment de Mao qui m'a toujours beaucoup plu. J'adore les citations de Mao. Je les utilise encore de temps en temps, bien que plus personne ne se souvienne de ce qui est écrit dans les œuvres complètes de Mao, même dans le petit condensé du livre rouge. Mais j'ai toujours trouvé très bien cette formule Goming bu yao qing ke chi fan, c'est-à-dire que faire la révolution, ça ne consiste pas à inviter les gens à dîner. Bon, on a traduit, maintenant c'est la traduction standardisée, ça n'est pas un dîner de gala. Et tout le temps, pendant toute ma carrière, en Chine, puis en Allemagne, et dans les ambassades que j'ai visitées à d'autres titres quand j'étais à Paris, je me suis posé la question, est-ce que l'ambassadeur, sa fonction est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, ou est-ce que c'est de recevoir des gens à dîner ? Voilà, donc ça se résume en 950 pages. Ça se résume en 2 ou 3 phrases, qui sont celles que je viens de prononcer. Et alors, pour avoir lu avec attention votre récit, une petite chose qui m'a frappée, c'est qu'à la suite de votre arrivée en Chine et votre affectation au service culturel de l'ambassade, donc en 65, vous faites le choix de vous immerger dans la culture chinoise pour la découvrir, vous l'approprier. Alors, quelle a été votre perception de Pékin à cette époque ? J'avais déjà fait les Languezhou, 3 ans de Languezhou. J'étais passionné de la culture chinoise. Mais je n'étais pas le seul. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens à Paris qui étaient de très grands sinologues, qui n'étaient pas retournés en Chine depuis très très longtemps. Donc il y avait une culture, connaissance de la Chine qui était quand même un peu ancienne et tournée vers le passé. Et puis il y avait une ambassade qu'on ouvrait, dans laquelle on m'a affecté tout de suite, à un poste tout à fait modeste, et qui s'est révélé important parce que
il y avait effectivement, comme je vous l'avais dit à l'instant, peu de gens au Quai d'Orsay qui pratiquaient le chinois. Il y avait eu une grande sinologie au Quai d'Orsay. Il y a d'illustres, pas tellement dans le niveau ambassadeur, mais en dessous, il y avait énormément de très grands sinologues qui ensuite, après une carrière diplomatique, étaient allés enseigner le chinois au Langzhou, au Collège de France, qui avaient fait pendant quelques années des études et de brillantes communications à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui parlait d'ailleurs d'autres langues, le mandchou, qui n'est plus du tout parlé aujourd'hui, etc. Donc on a eu une grande sinologie. Mais elle s'était éteinte, ou en tout cas endormie, parce qu'on n'avait plus de relations. On avait des relations avec Taïwan, et les sinologues qui avaient souhaité être envoyés comme diplomates dans la Grande Chine et qui se retrouvaient dans la petite Taïwan qu'on appelait à l'époque Formose, bon, très vite, ils s'ennuyaient. Et puis on les envoyait aussi pour les rendre quand même utiles. On les envoyait en Inde, on les envoyait en Thaïlande. Nous avons parlé du général Kirmaz à l'instant. Il a passé finalement presque autant de temps en Thaïlande et dans l'Asie du Sud-Est qu'en Chine. C'était ça, la rupture avec la Chine. C'était la rupture de la possibilité d'entretenir une vraie compétence sinologique. Donc moi, on m'envoie, j'étais tout à fait jeune. 3 ans de chinois, ça n'allait pas chercher très loin. Je raconte dans mon livre combien mon chinois était très insuffisant au début, même me promenant dans la rue Wangfutian et demandant s'il y avait une toilette publique dans le coin, je ne savais pas. Je ne savais pas poser cette question, alors que je savais dire que après la fête de l'Assomption, il y avait la fête de la Pentecôte, etc. Parce que les dictionnaires et les ouvrages dans lesquels on travaillait étaient des ouvrages des jésuites. Donc on avait tout sur l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, tout ça, je savais dire ça en chinois, mais je ne savais pas dire toilette publique. Et il a fallu une période d'adaptation pour que cette sinologie se remette au goût du jour. Tout en gardant des philologues qui étaient tournés vers la connaissance du passé, évidemment. Il fallait les deux. Et donc, je me suis retrouvé avec une autre personne, Patrick Destenay, dont je parle beaucoup au début du livre, qui lui avait fait ses études, non pas au Langzhou, mais à Cambridge, qui était un remarquable sinologue, mais qui était tourné vers l'actualité, qui s'intéressait à la vie quotidienne en Chine. Et donc, on est devenu extrêmement... on est devenus comme des partenaires dans cette ambassade. On est devenus proches parce que l'environnement de l'ambassade était un environnement dans lequel la culture chinoise intéressait peu. C'est là où je me réfère au titre du livre. J'ai pour la première fois ressenti qu'il y avait une diplomatie qui était un petit peu hors sol, et qui tournait dans le monde, qui savait comment organiser des cocktails, des réceptions et même négocier des accords. Et puis une diplomatie qui s'accrochait au terrain. Alors, je souhaiterais maintenant que nous allions vers la décision de réouvrir nos relations diplomatiques avec la Chine continentale en 1964. Quels étaient alors les principaux objectifs de la France? Écoutez, moi, je l'ai découvert a posteriori, parce que je faisais du chinois, parce que la Chine m'intéressait, parce que je trouvais formidable d'apprendre à écrire. Pour moi, d'ailleurs, l'écriture était au départ dans l'attraction pour la culture chinoise, presque plus importante que le fait de parler. C'était parce que certains de nos profs étaient des profs qui privilégiaient l'enseignement du chinois classique par rapport au Baïrois, mais aussi parce que j'ai toujours trouvé que ce qui est vraiment à la base de toute l'originalité de la Chine, c'est la façon dont elle écrit sa langue, avec ses clés, avec ce système de représentation et cette phonétique tout à fait acrobatique à laquelle il faut s'habituer. Donc moi j'apprenais le chinois, pas trop avec l'idée d'aller en Chine, sauf que progressivement je me suis dit ça serait bien d'y aller, et pour y aller c'est difficile parce que nous n'avons pas de relation avec la Chine, donc c'est un peu suspendu au fait qu'on aura peut-être un jour des relations. Mais je n'étais pas encore en train de m'imaginer que
dans le cadre d'un mouvement de reconnaissance de la Chine, je pourrais avoir ma place. Et puis, j'étais évidemment en train de préparer l'ENA, par ailleurs. J'étais à Sciences Po, je faisais l'année préparatoire, puis la deuxième année, puis la troisième année. C'était un endroit, Sciences Po, on s'intéressait très très peu à la Chine. Et il y avait le grand Adi Melizeev qui nous faisait des cours sur l'archéologie chinoise, mais il y avait un sinologue d'origine hongroise qui s'appelait Étienne Balach qui faisait un cours sur la culture chinoise en général. Mais Mao Tse-tung, la révolution chinoise, avant et après 1949, ça n'intéressait pas Sciences Po, c'était assez extraordinaire. Je me souviens qu'il y a eu une conférence faite par un Hongrois, toujours. D'ailleurs, je trouve que les Hongrois ont un rôle dans la communication entre l'Europe et l'Asie. Ils l'ont dans le passé, ils l'auront dans le futur. Il y a beaucoup de grands sinologues hongrois. Et donc, ce Hongrois s'appelait Tibor Mende. Il est venu présenter son livre à Sciences Po. Il venait d'écrire un livre qui s'appelait « La Chine et son ombre », dans lequel il commençait à dire que le maoïsme, c'était original par rapport au communisme de Moscou et que voilà, la Chine, elle allait projeter une forme de communisme vers le tiers-monde et c'était intéressant de voir ce que ça allait devenir. Voilà, Sciences Po, c'était ça. Donc moi qui m'intéressais à la Chine, je faisais les choses de façon séparée. À Sciences Po, j'ai compris que vraiment en dehors de la conférence de M. Tibor Mende, on n'apprenait rien sur la Chine et qu'en revanche, aux langues orientales, on apprenait tout, mais que évidemment c'était inutile. Et puis, fin janvier 1964, le général de Gaulle, dans un communiqué et une conférence de presse, annonce au monde que la France et la Chine vont établir des relations diplomatiques. Alors, c'était vraiment un bouleversement. On ne mesure pas aujourd'hui à quel point c'était un choc. Parce que le journal Le Monde, qui est le grand journal des intellectuels parisiens, qui était le journal de tous les étudiants de Sciences Po, ça n'intéressait pas du tout à la Chine. Je veux dire, il y avait un correspondant qui, de Taïwan, de Hong Kong ou de Tokyo, faisait de temps en temps un article sur la Chine, qui s'appelait Robert Guillain. C'était très intéressant, je découpais ces articles, mais il n'y avait pas grand-chose. On ne savait rien, on ne savait rien. Et aller trouver des bouquins sur la Chine, il y avait une librairie orientale, boulevard Saint-Germain, à côté du café Le Rouquet, c'est maintenant un magasin de mode, Karl Lagerfeld et ses successeurs. Et là, il y avait une librairie dans laquelle on trouvait les ouvrages classiques, les traductions des jésuites et des autres ouvreurs, Chavannes, etc. Et puis, il y avait rue Monsieur-le-Prince, la librairie orientale du vieux Samuelian, où on pouvait également trouver quelquefois des ouvrages, y compris des ouvrages de sinologues anglais ou américains qui étaient utiles. Donc, c'était très difficile. Il y avait rien. On avait l'impression qu'on étudiait la Lune. Et puis tout d'un coup, boum, le général de Gaulle prend une décision. Il n'y avait aucune pression en France pour ça. On était manipulé, instrumentalisé depuis des années par l'ambiance générale de ce qu'on appelait le camp occidental, dont de Gaulle essayait de nous sortir. Et on attendait que les Américains soit écrasent la Chine, soit s'entendent avec la Chine, règlent avec la Chine le problème du Vietnam, parce que le problème du Vietnam n'était conçu que comme sorte d'appendice de la relation entre Washington et Pékin. Et tout d'un coup, le monde a commencé à se dire mais il faut envoyer des gens en Chine. Alors j'avais un excellent camarade au Languedoc qui s'appelait Patrice Debert, qui était le sinologue qui est rentré à ce moment-là au monde, qui s'est rendu d'ailleurs illustre ensuite parce qu'il était à Phnom Penh au moment où les Khmers rouges sont entrés au Cambodge en 1975. Il a fait des reportages qui étaient un petit peu à côté du sujet, mais on était sans information. Et le général de Gaulle, lui, il avait non pas des informations, il avait tout simplement un jugement, une analyse de la situation internationale, une vision du monde qui concourait à dire, voilà, il faut reconnaître la Chine. Alors,
les bases de sa réflexion et de sa décision, c'était premièrement, la France doit avoir une politique indépendante, éventuellement l'Europe si les Européens veulent nous suivre, mais en tout cas la France, elle a le droit de se dire comment va évoluer le monde dans les prochaines années. Donc, se distançant de l'analyse convenue par tous les autres, elle regarde la carte du monde et elle voit qu'il y a une Chine immense, qui à ce moment-là n'avait pas plus de 800 millions d'habitants, mais c'était déjà beaucoup. Il y avait quand même depuis quelques années, et de façon extrêmement claire depuis 61 et surtout 62, des tiraillements entre Moscou et Pékin. Donc on savait que la Chine était en train de se séparer par alliés interposés, c'est-à-dire que la Chine se servait de l'Albanie, un peuple qui avait pris son indépendance au sein du camp soviétique pour tirer sur Moscou. Puis ensuite, évidemment, derrière le masque albanais, on a bien vu que Pékin était là. Et de l'autre côté, les soviétiques dénonçaient toutes les petites tentations de dissidence, Titi et autres. Mais en fait, on savait que derrière, ils savaient que c'était Pékin, le grand dissident, qui allait les lâcher. Et puis surtout, il y avait des querelles dans le tiers-monde. C'est-à-dire qu'on voyait que dès que un Russe, un Soviétique apparaissait à Cuba ou à Alger ou en Birmanie, immédiatement, il y aurait un Chinois la semaine d'après qui viendrait dire nous sommes la vraie révolution, etc. Donc on sentait que c'était... Mais bon, le général de Gaulle, lui, il a tout de suite non seulement compris que c'était sérieux et que derrière ce conflit idéologique, il y avait un conflit entre deux grands États qui voulaient l'un et l'autre affirmer leur leadership et leur indépendance. C'est la première chose qu'il a constatée. La deuxième chose, c'est que c'était pour la France formidablement intéressant d'avoir sur la carte du monde un grand pays de 800 millions d'habitants, dont on savait qu'il était en train de se préparer à avoir l'arme atomique, qui avait toute une politique dans le tiers-monde, qui allait donc faire des choses qui correspondaient à ce que nous souhaitions nous aussi, c'est-à-dire avoir l'arme atomique, avoir une politique indépendante, avoir dans le tiers-monde notre propre rayonnement et nous efforcer de construire une Europe indépendante. Mais si l'Europe indépendante ne veut pas être indépendante et veut rester totalement inféodée aux Américains, une France qui en tout cas joue son jeu. Et en fait, le général de Gaulle avait pratiquement pris, je crois, sa décision en 62, au moment où il a compris que le conflit sino-soviétique allait vers le divorce. Il a observé ce qui se passait au Vietnam et compris tout de suite qu'au Vietnam, c'était éventuellement avec la Chine qu'on pouvait discuter de ce qui allait se passer au Vietnam et notamment de la possibilité de faire cesser la guerre d'Indochine en général. Donc la Chine était un partenaire intéressant et totalement ignoré de la communauté internationale. Et d'abord, il n'avait pas de siège aux Nations Unies. Elle était représentée aux Nations Unies par le tout petit État de Formose, devenu Taïwan aujourd'hui. Donc, il a compris dès 1963 que c'était une carte à jouer de reconnaître la Chine. Il a tenté pendant quelque temps de voir si les Européens étaient prêts à nous suivre, parce que ça aurait été évidemment beaucoup plus percutant dans le monde d'avoir une Europe qui tout d'un coup affirme son indépendance. Il a vu que ce n'était pas possible. Et il a d'autre part essayé de voir si on pouvait ne pas se fâcher avec Taïwan, avec Formose, parce qu'il avait une immense admiration pour Chiang Kai-shek et une immense considération pour la façon dont Chiang Kai-shek avait résisté, même dans son petit îlot, dans ce petit îlot de Chongqing à l'invasion japonaise. Et il y avait non pas il n'y a pas de similitude de situation, mais il y avait une connivence évidente. Et donc, il s'était
échanger un certain nombre de messages, et ça faisait visiblement ça faisait de la peine au général de Gaulle de rompre avec Taïwan, et donc il a essayé, mission Edgar Faure et 2 ou 3 autres missions, de faire en sorte que la reconnaissance de Pékin ne soit pas une rupture avec Taïwan. Mais c'est Chiang Kai-shek qui, avec Edgar Faure et plus encore avec la mission du général Peshkov qui est venu après, que Guy Hermaz a accompagné, il était clair que Chiang Kai-shek a dit, si vous reconnaissez Pékin, tant pis, hein, mais c'est fini, parce que moi, je ne suis pas Taïwan, je suis la Chine. Et donc, si vous reconnaissez une Chine, ça veut dire que vous ne me reconnaissez plus. Et voilà. Il l'a beaucoup regretté, le général, mais il a envoyé ensuite toujours un certain nombre de messages pour essayer de faire comprendre à Chiang Kai-shek qu'il n'avait pas le choix, mais il fallait reconnaître la réalité de la Chine, ce pays de 800 millions d'habitants. Alors moi, je suis arrivé à Pékin, donc j'ai été nommé au titre de mon service militaire en fin novembre ou début décembre 1964. Je suis parti au début de 65, après avoir fait d'abord un cycle de formation au Quai d'Orsay. Pitoyable, parce que on m'a expliqué ce qu'il fallait que je sache sur la Chine, alors j'en savais quand même déjà beaucoup plus qu'un certain nombre de gens. On envisageait aussi, notamment dans le domaine culturel, puisque j'étais attaché culturel d'après mon titre, et en fait militaire en train de faire son service militaire, mais sous un habillage d'attaché culturel. Donc toute la coopération culturelle qu'on voulait développer avec la Chine, c'était clair que c'était pas possible, que tout ça était utopique. Mais enfin bon, je suis parti finalement seulement en janvier 1965, dans les premiers jours de janvier, et j'ai tout de suite eu un choc formidable en disant ce pays est un pays avec lequel, bien évidemment, le général de Gaulle a bien fait d'établir des relations diplomatiques, mais qui va jouer sur la carte du monde quelque chose, enfin un rôle énorme. Et la révolution culturelle que j'ai senti venir, et je décris la façon dont elle monte, sans qu'on comprenne encore très bien comment ça va éclater, la révolution culturelle dont j'ai vu les tout débuts a démontré, m'a démontré clairement que le rôle que la Chine allait jouer était encore plus grand que ce que j'imaginais, parce que cette force qui se libérait de façon sauvage à travers les folies de Mao Tse-tung et des Gardes rouges, il était évident que c'était les forces d'un pays qui, une fois qu'il se serait organisé, planifié et qu'il aurait défini d'autres ambitions, non pas de se replier, mais de jouer un rôle dans le monde, ça serait un partenaire extraordinaire. Donc, je suis reparti de Chine au milieu d'une Chine chaotique, avec l'idée que ça allait être un très grand partenaire. En 1966, et vous venez d'en parler, la révolution culturelle sévit en Chine. Alors, comment avez-vous perçu l'adhésion des intellectuels français aux idées maoïstes, alors que vous aviez vécu personnellement, vécu et observé leurs conséquences en Chine? Il y avait un parti communiste marxiste-léniniste dissident, et puis il y en a eu 2 et 3, et ils se sont progressivement multipliés par sissiparité. Donc il y avait des petits groupes pro-chinois, marxistes-léninistes, qui se qualifiaient d'authentiques communistes, mais qui n'avaient rien à voir avec le Parti communiste officiel. Et puis alors, il y a, comme toujours en France, il y a toujours des gens qui veulent... mais bon, il suffit de lire une histoire de la Révolution française pour voir qu'il y a toujours des ultras, et puis il y a toujours des ultras qui sont encore plus ultras que les ultras, et qui veulent guillotiner ceux qui sont un tout petit peu mous parce qu'ils n'étaient pas assez ultras. Bon, donc il y avait, et on voyait arriver effectivement à Pékin un certain nombre de délégations représentant des formations souvent microscopiques. Enfin, ils avaient très peu de membres, dont les voyages étaient d'ailleurs payés par Pékin, et qui venaient admirer la révolution culturelle. Alors, au début, c'était intellectuel, mais quand ils sont allés jusqu'à
s'agenouiller devant les dirigeants successifs qui étaient au pouvoir à Pékin, c'était risible et tragique à la fois. Surtout qu'on sentait que la révolution culturelle évoluait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la révolution culturelle, il y a eu Lin Piao, puis après Lin Piao est disparu, et Kang Cheng est resté quelque temps. Puis il y a eu ce qu'on a appelé après la bande des quatre, les gauchistes, jusqu'à Wang Hongwen, le dernier des gauchistes. Il y avait toujours à Paris des gens qui étaient prêts à dire que ça y est, la révolution chinoise était encore plus admirable depuis qu'il y avait eu à Pékin cette nouvelle purge qui faisait que on était encore plus dans le dur du communisme. C'était un peu tragique. Alors le plus ridicule, c'est ce qui s'est passé après, c'est-à-dire 74, je crois, où Philippe Solers et quelques autres, alors là, vous parliez des intellectuels français. Il y avait toujours des gens qui voulaient écrire un livre sur la Chine. Alors il y a eu, avant, Simone de Beauvoir qui a écrit La Longue Marche, des personnages moins importants que Simone de Beauvoir qui ont aussi écrit Retour de Chine, Claudie Broyel, L'autre moitié du ciel, la Chine a libéré la femme, etc. Bon, ce qui ne l'a pas empêché, 10 ans après, d'écrire un livre en disant qu'elle avait été trompée, aveuglée, que tout ça était monstrueux, etc. Donc on a vu un certain nombre d'intellectuels successifs venir adorer la Chine, puis se repentir. Mais après, voir arriver alors les ouvriers de la dernière heure, les intellectuels je ne vais pas citer des magazines en particulier, mais il y avait quelques reporters et quelques intellectuels arrivant avec le projet de faire une série de reportages dans un magazine de gauche ou d'extrême gauche. C'était insupportable. C'était assuré. Parce que, mais c'est pareil pour l'ambassade. Je ne veux pas du tout critiquer les intellectuels. Les intellectuels font leur métier d'être l'avant-garde de la conscience humaine, mais il faut être un tout petit peu lucide et sincère, c'est-à-dire aller voir d'abord, et puis ensuite... alors là, la démarche de beaucoup d'entre eux a été d'abord de prendre parti, puis ensuite d'aller vérifier, et puis effectivement de s'apercevoir qu'on les avait trompés. Quand vous lisez Les 7 couleurs de Robert Brasillac, ou Comme le temps passe, enfin, les intellectuels qui, en France, à la fin des années 30, un peu avant la guerre, étaient fascinés par l'Italie fasciste. Et il y a une page de Brasillac qui, moi, m'avait beaucoup frappé, où il est dans un train et puis il voit des petits militants fascistes qui les saluent et ils disent ils sont propres, ils rient, ils chantent, quelle belle jeunesse par rapport à la jeunesse française. Bon, c'est un peu ce phénomène qu'il y a eu à un moment vis-à-vis de la Chine, de voir ces petits gardes rouges, pas seulement les gardes rouges, mais après même les gardes rouges, pendant un certain temps, des gens qui récitaient j'allais dire un catéchisme, alors que le catéchisme, c'est pas du tout ça, mais qui récitaient des choses qu'on leur avait apprises et puis qui avaient l'air bien comme il faut. Votre question portait sur les intellectuels et ils étaient aveuglés par, en général, leurs préjugés. C'était par leur souci de chercher la révolution et on cherchait toujours la révolution quelque part, mais beaucoup d'autres visiteurs étaient aveuglés aussi. Avançons un peu dans le temps, si vous le, Oui. si vous le permettez. Alors, quel était le bilan tiré par la France quelques années après ce choix diplomatique de reconnaître la Chine populaire ? La France n'a jamais tiré de bilan. Je veux dire, la France a toujours tendance à penser que et c'est normal, les autres pays sont pareils, mais nous avions eu un grand mérite au départ. Et ce mérite, c'est pas celui de la France en général, c'est celui du général de Gaulle. Dieu sait si le général de Gaulle a été critiqué en France pour son aventurisme en reconnaissant la Chine. Mais bon, après, quand il est devenu évident qu'il avait eu raison, et quand en 1972, Nixon lui-même a dit mais c'était le général de Gaulle qui avait eu raison, et que tous les autres Européens suivants, à l'exception de l'Italie qui avait été un peu plus audacieuse,
Mais tous les Européens en 72 ont reconnu la Chine parce que les Américains la reconnaissaient, enfin, la reconnaissaient partiellement avant de la reconnaître totalement en 79. Alors nous, on s'est dit, mais nous, les gouvernements de l'époque, le général de Gaulle n'était plus là, mais on se parait de ses mérites. Et donc, tous les gouvernements successifs, et après François Mitterrand à partir de 80, c'était la même chose. N'oubliez pas que nous avons été les premiers. Et donc, on attendait des Chinois qu'ils nous donnent une place privilégiée. Les Chinois se souvenaient parfaitement que le général de Gaulle avait été, en 1964, très courageux. Mais entre-temps, le fait que les autres étaient là, le fait que les autres étaient des partenaires tout aussi intéressants, le fait que même au sein de l'Europe, il y avait des partenaires qui pesaient déjà un peu plus lourd que nous, notamment l'Allemagne, ça nous reléguait à une situation moyenne. Et en fait, ce que disait plutôt jusqu'en 76, c'était Zhou Enlai qui avait inventé cette formule. À conditions égales, nous donnerons toujours la préférence à la France. Alors évidemment, tout est à conditions égales. Comme la Chine systématiquement découvrait que nos prix n'étaient pas forcément les meilleurs, que nos technologies n'étaient pas forcément les meilleures. Il y avait toujours une façon de dire « nous aurions aimé vous donner la priorité, mais vous n'avez pas été tout à fait aussi bon marché que vous auriez dû, vous ne nous avez pas donné tout à fait les transferts de technologie que nous aurions pu espérer. Donc, voilà, on a donné le contrat à quelqu'un d'autre. » Donc, la France n'a jamais fait le vrai bilan de cet acte glorieux du départ. Elle a eu tendance plutôt à s'en draper, à s'en prévaloir et à s'en draper un peu trop longtemps. Donc, elle a un peu trop tard compris qu'il fallait aussi faire des efforts pour rester dans la course. Alors, vous le dites bien, je reprends ce sujet. La France a été précurseur grâce au général de Gaulle, mais la Chine s'est rapidement aussi tournée vers d'autres partenaires, les pays amis du tiers-monde d'abord, les États-Unis plus tard. Oui. Les résultats économiques étaient maigres, la révolution culturelle est arrivée, le dialogue a été... Ça, c'était avant, oui. Voilà. Était-ce pour autant un échec? Était-ce pour autant un échec? Non, c'est pas un échec. C'est-à-dire que nous avons oublié le fait qu'avoir un mérite initial ne veut pas dire qu'on est dans la course pour l'éternité. Et à partir du moment où les autres sont arrivés, les autres en général, c'est-à-dire essentiellement nos partenaires européens d'un côté et surtout les Américains, je dis dans mon livre que nous avons eu en plus des délais. On a eu un sursis parce que les Américains en 73, en 72 avec Nixon, et donc reconnaissent la Chine, mais gardent ce lien avec Taïwan. Et donc il n'y a pas de la relation diplomatique complète, alors que les Européens reconnaissent. Donc il y a une période où il y avait deux choses à faire. Se dépêcher, parce que les Américains n'avaient pas complètement rompu avec Taïwan, donc ils avaient encore un handicap. Et les Européens étaient là, essayaient de nous fédérer avec les Européens dans une démarche aussi collective que possible pour privilégier les intérêts européens. Alors, on n'est pas arrivé à faire ni l'un ni l'autre. Entre Européens, très vite, les Allemands ont joué le rôle en disant « nous sommes plus lourds que les autres », les Chinois nous préfèrent, nous étions concurrents, il fallait jouer la concurrence, il n'y avait pas de raison d'avoir une politique européenne autre que purement commerciale, mais certainement pas de politique industrielle, qui pour les Allemands est quelque chose d'horrible. Et puis vis-à-vis des Américains, on s'est dit les Américains ne sont pas là et ils continueront pendant très longtemps à ne pas être là. Or en 79, voilà, 6 ans après, cette fois ils étaient complètement là
Et ça s'est senti tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Carter a pratiquement pas abandonné Taïwan, mais en tout cas trouvé le moyen de dire aux Chinois, c'est vous le partenaire important et on fera avec Taïwan le minimum, mais en tout cas ne craignez rien, c'est vous qui êtes la Chine. À partir le lendemain, les cabinets d'avocats, les banques américaines, tout le monde est arrivé, et les bourses et l'argent, il n'y en a plus que pour les Américains. Alors que l'Europe, à côté, n'avait rien à offrir de cohérent, puisque l'Europe, c'était un groupe d'États qui se déchiraient entre eux. Donc, on a, à ce moment-là, par degré, dégringolé les étages dans la perception que les Chinois avaient de notre importance. Je reviens sur cette dernière question à notre hexagone. Cette année a marqué le 60e anniversaire de la réouverture de nos relations diplomatiques entre la France et la Chine populaire. Quel bilan peut-on tirer en 2024, côté français? Peut-on encore légitimement dire ou penser, comme le disait Zhou Enlai à notre ambassadeur en 1972, que la France garderait toujours à Pékin une grande place? Écoutez, c'est un sujet trop vaste pour être traité en 2 minutes, parce qu'il y a déjà le rôle de la France dans le monde aujourd'hui, qui est beaucoup moins important qu'il n'était à l'époque du général de Gaulle, de la faute de la France et de la faute de l'Europe. L'inexistence de l'Europe affaiblit la France, évidemment, puisqu'elle était pour nous la voie par laquelle, étant un grand pays européen au sein d'une Europe qui elle-même aspirait à jouer un grand rôle dans le monde, la France pouvait jouer un grand rôle. L'Europe ne s'est pas constituée en puissance, et la France, à l'intérieur de l'Europe, a perdu énormément de son influence, pour des raisons qui seraient trop longues ici, mais que je pense beaucoup de gens peuvent deviner. Et donc, je pense que la France aujourd'hui, pour la Chine, elle a encore quelques éléments qui font qu'elle compte. Le premier, c'est qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Le deuxième, c'est qu'elle a une force de dissuasion nucléaire. Le troisième, c'est qu'elle a une certaine influence dans certaines régions, en particulier en Afrique, mais c'est de moins en moins vrai. Et le dernier, c'est qu'elle est quand même une puissance économique, et en particulier une puissance qui détient certaines technologies. Mais là aussi, c'est de moins en moins vrai. Et l'état financier, économique, budgétaire de la France l'affaiblit un peu plus. Donc, tous ces éléments font que les compteurs sur lesquels on pourrait mesurer aujourd'hui l'importance de la France dans le monde, je ne dirais pas sont dans le rouge, mais sont plutôt sur le côté gauche du voyant. Claude Martin, nous approchons de la fin de cet entretien. Pour conclure, nous souhaiterions revenir vers des souvenirs personnels que vous avez. Oui. Oui, pardon. En effet, lors de votre premier séjour en Chine, vous mentionnez les analyses politiques de Jacques Guillermaz pendant les prémices de la révolution culturelle. Alors, quels souvenirs en avez-vous gardé? Je crois que Jacques Guillermaz était très perturbé. Ça se sent d'ailleurs un petit peu dans ses mémoires. Il a toujours considéré que ce qui était important dans le système politique chinois, le système de la République populaire de Chine, c'est l'armée. C'est la relation parti-armée et une articulation dans laquelle le parti commande au fusil et l'armée est loyale. L'armée peut être un danger, mais chaque fois qu'il y a eu un vrai danger au sein de l'armée, Mao avait toujours veillé à s'en débarrasser. Et là, tout d'un coup, c'était le début de la révolution culturelle, il voit surgir une relation dans laquelle, surtout quand on voit Lin Biao à côté de Mao, Mao se sert de l'armée pour massacrer le parti. C'est chose qu'il arrive, c'était pour lui inconcevable, absolument inconcevable. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'il est parti sur cette interrogation, parce qu'après, il a pris du recul vis-à-vis de tout ça. Mais c'était inconcevable pour tout le monde. C'était vraiment la révolution culturelle.
est quelque chose d'inouï, et de penser qu'un dirigeant apparemment aux commandes d'un pays, mais qu'en fait avait un petit peu perdu le pouvoir, mais avait au moins l'aura, l'influence politique pour l'exercer, même s'il n'en avait plus les structures. Il casse tout dans l'État pour retrouver sa suprématie. Je pense que c'est unique. Il n'y a jamais eu d'autres cas dans aucun pays d'un dirigeant dans cette situation, cassant le pouvoir sur lequel il est, le trône sur lequel il est assis pour reconquérir le pouvoir réel. Et Guillermas, pas plus qu'un autre, ne pouvait prendre ça, surtout que lui, alors, c'était les militaires. Et c'était les militaires qui comptaient. Il avait beaucoup de visions justes qui se sont ensuite révélées justes bien après sa mort. Notamment le fait qu'entre Taïwan et Pékin, le souvenir des guerres qu'on avait fait ensemble ou l'un contre l'autre, puis ensuite il y a eu les moments de front uni, les moments au contraire de guerre civile, créaient des liens spéciaux qui ont joué ensuite dans la relation avec Taïwan. Et pour Deng Xiaoping, c'était très très important, jusqu'à l'invitation de Madame Toungaichek, etc. C'était quelque chose que Guillermas voyait très bien, qu'un jour, ils se parleraient à travers leurs militaires, pour s'être battus l'un contre l'autre. Alors, vous avez accueilli ou accompagné durant vos nombreuses années à l'ambassade de France à Pékin ou au ministère de nombreux visiteurs français, hommes politiques, journalistes, cinéastes, photographes, sinologues. Quels sont ceux ou celui dont vous gardez un souvenir personnel singulier? Tous. Non, ça, je ne peux pas privilégier. Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier, des choses marquantes? Oui, non, mais souvenirs, c'est bien, mais ça, je ne peux pas dire l'un est plus cher que l'autre. Non, c'était des... Jean-Michel Jarre, c'était un très bon moment, mais il y a eu la Costa Gavras, la première tentative pour faire la condition humaine, c'était également un moment émouvant, même si c'était compliqué, parce que la condition humaine, c'était pas vraiment l'ouvrage qu'il fallait porter à l'écran avec les Chinois. Non, je pense que la Chine, j'ai toujours pensé que la Chine, c'était un pays sur lequel on devrait avoir, on l'a évoqué tout à l'heure, plus une vision commune, une vision de Français attachés à ce grand pays, plutôt que d'aller y transposer nos idéologies. Et vous m'interrogez sur les moments les plus agréables, je vous réponds par les moments les plus désagréables. C'était les moments où les Français venaient en Chine vider les querelles franco-françaises. Ça, c'était insupportable. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui on peut connaître des moments d'une acuité telle que ceux qu'on a connus pendant la Révolution culturelle, après la Révolution culturelle, mais c'était pas des moments très agréables. Inversement, vous avez aussi accompagné des délégations et des officiels ou des visiteurs chinois en France? Oui. Quel est le souvenir le plus marquant? De toute façon, l'homme politique sur lequel et pour lequel j'ai la plus grande admiration parmi les hommes politiques chinois que j'ai pu rencontrer, c'est Deng Xiaoping, forcément. Et donc d'avoir pu, pendant quelque temps, non seulement le côtoyer, mais lui parler, voyager avec lui, échanger, l'aider même dans certains cas à revoir des lieux qu'il avait connus lorsqu'il avait 16 ans, c'était forcément émouvant. Et je pense qu'il a été pour la Chine une grande chance, que c'est un personnage qu'on tend un peu à effacer aujourd'hui, alors que c'est lui qui a vraiment permis à la Chine de reprendre sa place sur la scène mondiale. Je pense qu'un jour, on s'apercevra que c'est le grand homme de la Chine du XXe siècle. Donc, dans nos échanges, on sent qu'il y a vraiment de l'importance à maîtriser, à comprendre la culture chinoise. Néanmoins, comment cette connaissance vous a-t-elle influencé dans vos négociations ultérieures, lors des interactions officielles que vous avez eues en tant que diplomate? J'ai appris en Chine des choses qui sont valables partout. C'est que
le monde est peuplé d'étrangers. Il n'y a pas une pensée unique sur la scène internationale. Et c'est particulièrement net avec la Chine parce qu'il faut faire peut-être un peu plus d'efforts pour comprendre comment ce qu'on dit, ce qu'on perçoit, ce qu'on croit est interprété de l'autre côté, et ce qui est possible ou pas possible de faire avec des partenaires qui ont leur propre vision du monde, leurs propres intérêts. Et donc il faut entrer dans l'univers de nos partenaires partout pour chercher à établir un accord quand on souhaite faire un accord avec eux. Alors c'est particulièrement difficile avec la Chine, mais c'est aussi vrai avec les Belges. À la lecture de vos mémoires, on sent, on comprend que votre choix d'une carrière diplomatique n'a pas été votre première intention. Oui, alors, pourquoi parce que finalement êtes-vous devenu diplomate? Je suis devenu diplomate d'abord parce que j'aime que le monde soit divers. Mais ça aurait pu se faire autrement. C'est-à-dire, moi j'apprenais des langues, j'avais envie d'aller voir des pays, mais je rêvais du Brésil aussi à un moment, j'ai rêvé le Canada m'a fasciné, c'était la diversité. Donc je souffre aujourd'hui quand on croit que le monde est devenu d'un coup unique et globalisé, et que tout le monde se ressemble et que nous sommes tous clonés les uns par rapport aux autres. C'est une méconnaissance de la réalité parce que le monde reste peuplé de gens très très différents, très différents. J'aime cette diversité. J'aime que les gens ne soient pas comme nous. J'aime que quand on débarque à Tübingen, Francfort, Hambourg, on trouve des Allemands et qui sont en plus le fédéralisme allemand fait que j'aime bien les différences, j'aime bien la différence entre les Bavarois et les autres, tout ça, et pareil en Italie. Donc j'aime bien cette diversité. Et donc, j'avais certainement très envie d'aller parcourir le monde et rencontrer des gens qui n'étaient pas comme nous. Sur la Chine, c'était évident qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités que de profiter d'une occasion. Et l'occasion, le général de Gaulle nous l'a donnée. Mais en plus, ça s'ajoute à une deuxième aspiration qui est profonde en moi, qui est que j'ai envie que la France joue son rôle dans le monde. J'aime bien que mon pays... j'ai pas envie que la France soit le plus grand pays du monde, le plus admiré, le plus puissant, etc. Je pense qu'elle joue son rôle. Et ça revient à plusieurs reprises dans mes livres, dans les deux d'ailleurs. Et ça sera peut-être le sujet d'un troisième. C'est quand la France n'est pas là, les choses se passent mal. On a un rôle, on a une responsabilité. Pour répondre à votre question, j'ai au début eu surtout l'aspiration d'aller voir ce qui se passait dans le monde, et après, au fur et à mesure que j'ai grandi, notamment en faisant des études universitaires et en choisissant un métier, pensant que mon rôle était vraiment de faire en sorte que dans mon petit domaine de compétences et de connaissances, je fasse jouer à la France le rôle qu'elle doit jouer. Merci. Qu'elle ne joue plus. Eh bien, voici l'heure pour nous de conclure. Un grand merci à vous, Claude Martin, Je vous en prie. d'avoir accordé cet entretien à notre antenne. Nous renvoyons à votre ouvrage, que nous recommanderons vivement à nos auditeurs, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, Mémoire d'un ambassadeur, paru en 2018 aux éditions de l'Aube. Un livre riche en anecdotes et en réflexions sur la politique étrangère et intérieure de la France, illustrant les défis et les subtilités de la diplomatie, tout en témoignant des transformations de la République populaire de Chine au fil des décennies. Merci. 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 Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.